C'est parti. Bien. Très beau physique de radio. Ok. Petite intro. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur avec son petit tralala, et mes inspecteurs sont... Gérard Jugnot. Je vous donne la main à gauche, c'est celle du cœur. Francis Weber, on croit que ça va être un beau podcast et ça se termine comme d'habitude en pipi de chat. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Quai des Orfèvres sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébuddies et pour l'un d'entre vous de t'accueillir avec joie pour la première fois dans l'émission, Gérard. Bienvenue. Bonjour. Alors, coincé... Quel sens du dialogue. Oui, c'est tac-tac. Ah, voilà. Coincé entre le père et le fils, espérons que tu n'attrapes pas une maladie weberienne. Mais, oui, ça commence très fort. Mais tout d'abord, avant de parler plus avant du Quai des Orfèvres de 1947 réalisé par Henri-Georges Clouzot, pourquoi l'as-tu choisi, Gérard ? T'inquiète pas. Ici, on pose des questions. On n'y répond pas. Parce que j'aime beaucoup Clouzot. Je trouve que c'est un cinéaste qui a passé le temps. C'est-à-dire que, comme le bon vin, ça s'est plutôt bonifié. C'est rare, les films qui vieillissent bien. Il y en a très peu. Hein. Bien sûr, il est daté, puisque ça se passe en 47. Donc, le mobilier urbain, les costumes, le maquillage, tout ça, ça a changé. Mais je trouve qu'il y a une espèce de moralité. Qu'est-ce que je dis de moralité ? Une absence de moralité, justement, et une noirceur qui a peut-être un peu moins que dans les autres films de Clouzot, mais moi, je veux dire que je suis assez client de... Ouais, moi, j'étais frappé par la modernité du film que j'ai revu également il y a quelques jours. Toi aussi, Francis ? Moi, c'est bizarre parce que j'ai eu l'impression d'un très bel objet d'art sur lequel s'est accumulé un peu de poussière à cause de la différence de technique, effectivement. Et puis, dans le scénario, parce que c'est mon métier aussi, il y a une clarté qu'on a perdue. Je vois par exemple les polars américains, tu vois, genre LA Confidential ou Chinatown, etc. Ça n'est pas aussi géométrique. Là, tu vois tout de suite qu'il y aura un faux suspect qui est blié. Ah non, fini la comédie. Ah non, quoi. Tu l'as surpris là-bas et t'as vengé ton honneur. Tu vois tout de suite comment ça va se dérouler et ça se déroule parfaitement. C'est géométrique. Et moi qui n'aime que ça, parce que dans mes scénarios, j'ai toujours cherché à être clair, tu vois. Ouais. J'étais frappé par ça. Et tu as connu Clouzot, personnellement, non ? Oui. Mais tu m'avais pas dit que tu le connaissais. Il me l'a pas demandé. L'inspecteur ? Oui, mais tu avais une histoire avec Clouzot. C'est qu'un jour, je venais de terminer le scénario du Grand Blond avec une chaussure noire et je commençais à être bankable, comme on dit, c'est-à-dire qu'on voulait même m'engager, tu vois. Et je reçois un coup de téléphone. « Allô, bonjour, c'est Georges Clouzot à l'appareil. » Tu vois. Alors, j'étais très intimidé et il me dit « Est-ce qu'on peut se voir ?» Et j'arrive chez lui, mais j'avais un rapport accablant sur lui. Pourquoi ? Parce que j'allais de temps en temps à la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence. Et il avait une espèce de suite qui était à l'entresol. C'était la suite la plus sombre de tout l'hôtel. Et on l'appelait l'enfer, cet endroit. Parce que son dernier film qu'il n'a pas fait, d'ailleurs. Qui n'a pas fait. pas pu Attends, Ouais. c'est que les scénaristes qui passaient par là devenaient fous. Parce que plus perfectionniste, tu meurs. Et là, il y a un type qui s'appelait Lévi Corti, qui était scénariste, qui a eu une quantité incroyable d'infarctus en face de Clouzot, tu vois. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, quand il m'a appelé, je suis arrivé tremblant. En plus, mon père m'en avait parlé, parce qu'il le connaissait. Et Clouzot a commencé, paraît-il, en étant acteur dans des films porno. Est-ce que c'est vrai ou pas ? J'ai fait une recherche, j'ai rien trouvé sur YouPorn. De ce Ouais. de ce côté-là, probablement pas. Enfin, est-ce que c'est vrai ou pas ? J'en sais rien. Ouais. Mais j'arrive et je tombe sur ce type comme ça. Il me dit, voilà, je trouve que vous avez du talent. Est-ce que vous pouvez travailler avec moi ? Je lui dis d'abord que je suis extrêmement flatté parce que j'avais trouvé ces films remarquables, tu vois. Que ce soit Les Diaboliques, Le Salaire de la peur, qui est un très grand film aussi. Et je trouve Le Corbeau. Et je trouve que Gérard a raison de dire que c'est des films qui passent le temps. Ouais, et il a un palmarès extraordinaire, plein de films. Effectivement. Et puis, je rentre chez moi et je me dis, j'ai peur. Je vais en chier. J'ai peur. Oui, tu sais pourquoi j'avais peur ? Parce que je me disais, ou bien je suis déjà un scénariste
il va me torturer, parce que le perfectionnisme d'un autre, c'est accablant. Moi, j'avais le mien déjà. Ouais. Ou bien je ne serai jamais un scénariste, parce que je manque de talent, et il ne va pas m'apprendre à l'être. Et je l'ai appelé, et je lui ai dit, Henri-Georges, non, je lui ai dit, Monsieur Clouzot, voilà, je vous appelle parce que je me dégonfle. Voix glaciale au téléphone. Ah bon? Je dis oui, j'ai peur que vous me torturiez pour rien. Donc pardonnez-moi, mais je passe la main. Et il est mort 3 mois après. Tu l'as tué. Je l'ai tué, je crois, oui. Mais j'ai un alibi. Non, mais c'est triste, mais c'est vrai. Enfin, je dis, très malade. C'est vrai qu'il était sulfureux. Hein. Je connais bien le personnage par les lectures que j'ai pu en faire et par les films. Et il y avait un film qui s'appelait Le Mystère Clouseau, qui est tout à fait intéressant. Hein. C'est vrai. C'est un personnage qui ne devait pas être facile à fréquenter. Pour un acteur, ça devait être terrible. Tu vois. D'ailleurs, ce film magnifique, La Vérité, d'ailleurs, où Bardot l'a giflé, je crois, parce qu'il avait essayé de... C'est lui qui a giflé Bardot ou elle? Non, c'est elle qui l'a giflé. Ah. Moi, j'avais entendu dire que lui, il avait giflé. Elle lui a répondu. C'est ça, d'accord. D'ailleurs, c'est son meilleur film à Brigitte Bardot. Ouais. Parce que justement, elle est tombée sur un tortionnaire. Oui, mais... Ouais. Et donc, ça ne devait pas être facile, mais je trouve que les films qui restent... Et surtout, il y a un sens du dialogue. Parce que, je vais vous dire, vous êtes un type dans mon genre. Avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance. Enfin, quand même, dans Quai des Orfèvres, c'est pas courant de montrer le personnage de Simone Renan. On connaît ça, les amis d'enfance. Ça commence avec les billes, et puis ça finit dans les draps. Qui est un personnage ouvertement lesbienne, qui n'est pas ridicule, qui n'est pas dans la caricature. C'est là où je parlais de modernité, effectivement. Ah ouais. Tu vas avoir froid comme ça, toi, penses-tu, pour monter un étage? Et le dialogue, il y a des mots comme... Incroyable. Il y a le mot comme cul, comme ta gueule. Enfin bon, c'est quand même assez fou-moi le camp. Enfin, c'est vraiment... C'était pas comme ça à l'époque. Pas du tous tout. Les films de l'époque, ils n'avaient pas ça, quoi. Mais c'est en plus un film où il y a 2 interprétations magistrales qui sont évidemment Jouvet. Encore vous? Ah, je te me reproche ça. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je vous attendais. Et Blier. Parce que Blier, moi, je m'en souviens surtout comme d'une rondeur et surtout un comique. Et là, on découvre un type qui est absolument harcelé par sa passion, tu vois, et qui est dramatique tout le temps. Il est extraordinaire. Il n'y a pas un moment où il cherche à être drôle. Et en plus, il est mince quasiment. Ouais. Ça fait un drôle d'effet. Hein. Il lui reste quelques cheveux, il est mince. Et puis, c'est un pauvre type. C'est drôle parce qu'on dit que Clouseau est inspiré par l'expressionnisme allemand et par Fritz Lang, qu'il adorait. Et moi, il m'a fait penser à Peter Lorre dans M. le Maudit, carrément, oublié. Et puis, il y a la lumière de Tirard, quand même, qui est un très grand chef opérateur. Il y a William Sivell au son, à qui moi j'ai tourné dans un des premiers Bertrand Blier. Wow. Lequel ça devait être Calmo, je crois. Moi, quand je vois des gens qui marchent, je suis libre, c'est mon droit. Je me souviens très bien, William Sivell, il disait « Tourne !» Il savait, il y avait comme De Broca qui faisait « Coupe !» comme pour les chevaux. Enfin, c'est des mecs qui avaient des tics comme ça. Ouais, moi, j'ai fait la chef, je disais « Mais !» Voilà, t'aurais pu. J'ai appris la gravure avec un faussaire. La comptabilité, un connaisseur. Il y a même un danseur mondain qui a voulu me donner des leçons de tango, mais là... rien à faire, j'avais pas de disposition. Je vous donne la main gauche, c'est celle du cœur. Jouvet est probablement l'acteur le plus facile à imiter. Mais mal imité, comme je vais vous le faire, parce que je vais vous l'imiter. Ça donne ça. Mon petit gars, je vais te dire une bonne chose. 28 ans de colonial, le chikungunya, la dingue, tu te retrouves comme ça dans ton lit. Ensuite, la préfecture, mets ça dans ton mouchoir et va dormir. Toutes les phrases tombent. Je crois qu'il avait de l'asthme. Où on m'a dit aussi que c'était un ancien bègue et qui, pour maîtriser son bégaiement, enchaînait les trucs comme ça, parce qu'il ne respirait et pas. Il y avait ce côté un peu essoufflé. Comme ça, moi, je suis pas un bon imitateur, moi, je suis. Ce mec-là détestait le cinéma. Enfin, il trouvait qu'il y avait qu'une chose qui était bien, c'était le théâtre. Et heureusement que le cinéma existe, parce qu'il nous a donné des films formidables. Wow. Et d'ailleurs, le dernier film qu'il a fait avec Clouzot, avant de se brouiller avec lui comme tout le monde, c'était Retour à la vie. 2 millions de Français et de Françaises, prisonniers militaires, déportés politiques, sont délivrés et regagnent la France par l'air ou par la route. Qui est un film à sketch que je te recommande. Je connais pas, absolument formidable. Un film c'est la première fois qu'on parlait des retours de la guerre. Donc il y a une fille qui revient, un film de Kayat avec une femme qui revient d'Auschwitz.
et qui ne veut pas dormir dans son lit parce que c'est trop mou, qui est en train de mourir et qui ne s'intéresse qu'à son petit chat qui a disparu. Wow. Et tous les autres sont autour d'elle. T'as Brochard, t'as des tas de gens qui, en fait, on comprend que ils ont déjà hérité d'elle. Ils croyaient qu'elle était morte et elle est revenue. Et ils sont en train de se dire comment on fait pour se faire signer des papiers pour régulariser. Wow, c'est intéressant. C'est terrible. Mais à une déportée qui rentre de Dachau sur une civière, on peut tout de même dire bonjour avant de lui parler de son notaire. Il y a un film de Noël que j'aime beaucoup, mon idole, qui est un mec qui revient de prisonnier, et puis on voit, il rentre chez lui, son appartement a été vendu et occupé par quelqu'un d'autre, sont obligés de cohabiter. Où comptez-vous vous installer? Mais vous comptez loger longtemps chez moi? Et trouvez-moi un appartement, je vous rends le vôtre. T'as Reggiani qui revient avec une femme dont il est tombé amoureux. C'est pas une Allemande. Bah, c'est la femme que j'aime, quoi. Quand il était prisonnier, qui était allemande, dans un petit village, et elle se fait huer par tout le monde, elle termine à se suicider dans un lac. Non, c'est un film tout... Et Clouzot fait un film avec Jouvet. La lumière, les rideaux. Et c'est l'histoire d'un mec qui chope, ça se passe en 1945, il y a un officier nazi qui s'échappe. J'ai un blessé chez moi. Un quoi? Un frit s'est évadé, il a les flics derrière lui. Allez, viens. C'est pas pour dire t'as pas de rancune. Grimpe. Qui est blessé et qui vient sonner à sa porte, il le recueille et au lieu de le livrer, il lui pose des questions de savoir pourquoi il a fait autant d'horreur. Mais après, on s'habitue à tout. Vous êtes sûr que vous n'aimiez pas ça? Et c'est absolument formidable. Regarde-moi ce type, Bernard. Tu sais quelle a été sa plus grande chance? De se cacher chez un connard comme toi. Il y a cette phrase, parce qu'il avait ce sens du dialogue, il écrivait des dialogues à la Janson. Il y a, je crois que c'est Roquevert ou un personnage comme ça qui est en bas dans cette espèce de taverne, et derrière lui il y a un tableau avec le général de Gaulle et on sent quand même qu'il y en a eu un autre en dessous, et le mec dit bah oui quand même, comme disait le maréchal, j'ai la morale de fer comme le maréchal. Et il montre De Gaulle qui a remplacé le maréchal. C'est génial. Non, il y a vraiment des trucs. Bon, après, il faut aimer, il faut connaître l'histoire, il faut aimer tout ça. Mais comme la main gauche, comme dans Manon, il y a Raymond Souplex, qui est un acteur magnifique, qui est un BOF terrible dans le film, et qui dit, en tapant sur sa poche revolver, toutes les femmes s'allongent, tout dépend du matelas. Toutes les femmes se couchent, suffit d'avoir le matelas. Quel dialogue. Mais moi, l'histoire du maréchal, etc., alors que le type cache ses sympathies, ça me rappelle une très courte anecdote que je vais vous raconter, parce qu'elle est probablement connue. C'est deux Allemands, deux anciens nazis, donc, qui arrivent en France et qui veulent absolument passer incognito. Et ils s'installent dans un café et ils cherchent à avoir l'air le plus français possible. Il y en a un qui dit au garçon qui s'approche « Deux martini ». Et le garçon répond « Drei, nein, zwei ». Il se craque. Voilà. Mais Clouzot est frappé à la Libération d'une interdiction à vie de tourner à cause du Corbeau, qui était produit par les Allemands, effectivement. Et en fait, apparemment, c'est Jacques Becker et Henri Janson qui vont intervenir pour qu'il soit remis, pour qu'il ait une espèce de retour en grâce. Et c'est son premier film, en 1947, Quai des Orfèvres, après justement avoir été interdit de tourner. C'est insensé, Le Corbeau, qui est un film tout à fait formidable, qui est un film qui a été interdit par les Allemands, enfin interdit par Vichy plutôt, et après interdit à la Libération. Incroyable. Par le comité d'épuration. Et avec cette rumeur, qui est une chose fausse, comme quoi il aurait été présenté en Allemagne, sous le titre, une petite ville bien française. Incroyable. Pour et ça aussi, un film très moderne, et il faudrait faire un remake sur Twitter, tu sais. Mais oui, sur oui, ça pourrait être Mediapart. Exactement. Exactement. Mais les Diaboliques, c'est étonnant, parce qu'il y a quelque chose. On va en parler Murray, aussi. c'était prodigieux, tu vois. Et puis surtout, sa femme, à Clouzot... Qu'il rencontre sur Quai des Orfèvres, Vera. Oui, mais il paraît qu'il ne l'a pas extraordinairement traité. Je ne veux pas faire des ragots, mais enfin, il était très dur, aussi bien avec les interprètes qu'avec sa femme. Hein. Mais si tu veux, contrairement à là, je vais me faire des ennemis, comment il s'appelle Van Gogh. Dutronc? Non, Piala. Piala. Ah oui, Piala, oui. Je vais me faire des ennemis. Mais contrairement à Piala, dont je n'aime pas fondamentalement son œuvre, qui a été aussi un type très difficile, je trouve que ça valait peut-être le coup de travailler avec Clouzot. Parce qu'en plus, Clouzot, ce qui est formidable, c'est
comme on est tous les deux à la recherche aussi d'être à la fois des auteurs et aussi des gens qui ont du public, il a toujours cherché le grand public à faire des films passionnants, mais aussi qui pouvaient toucher le plus large. Commerciaux, bien sûr. Mais pour un acteur peut-être, mais pas pour un scénariste. Un scénariste se retrouve tout à coup en enfer, là, dans cette espèce d'entresol à la Colombe d'Or, avec un type qui visiblement est un maniaque, et qui tout à coup te contre parce qu'il doute à la fois de lui-même et de toi. Et à ce moment-là, tu repars comme Lévi Corti, qui repartait avec un infarctus. Oui, et en plus, c'est un auteur, lui. Il écrivait plutôt bien. Le film a été... Co-écrit par lui et Jules Ferry, je crois. Oui, mais c'est ça qui est dangereux. Pas Jules Ferry. Non, c'est... Mais il y a marqué J. Ferry. Donc c'est Jean Ferry. Jean Ferry, alors. C'est un ancien surréaliste. Ah, d'accord. Non, mais je veux dire que, oui, s'il a un auteur qui accepte la collaboration... Attention à ce mot avec Clouseau. Oui, pardon. Je change de mot. Et avec Suzy Delair, qui, paraît-il, visite les studios allemands et regrette de ne pas avoir rencontré Goebbels. Ah oui. Moi, je l'ai rencontré. Ah bon? Chez mon poissonnier. Suzy Delair. Non, Suzy Delair. Qui était une méchante femme, je crois. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Pour moi qui ai toujours été si méchante. Oui, mais, au dire de tous, oui. Mais enfin, méchante, c'était très dur. Et j'ai rencontré chez le poissonnier. Elle devait avoir 95 ans, parce qu'elle est morte à 102 ans. Elle. Ouais. Oh là là. Pendant le Covid. Ça, ah ouais. Et le poissonnier dit oui, elle n'est pas facile. Donc déjà, même chez le poissonnier, elle n'était pas bon signe. Mais quand même, dans le film, il y a... Ça conserve la méchanceté, 102 ans. Extraordinaire, ouais. Et comme quoi, on va vivre vieux. C'est la morale. Mais tu sais, il y a un truc qui est très étrange, c'est que moi, je regardais le film, elle a une voix superbe et elle a un corps un peu moins bien. Oui. Alors quand elle dit « avec son tralala oui. », tu te dis non, pas de ton tralala surtout. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il paraît qu'elle a improvisé beaucoup de ses répliques et que Clouseau parlait de bonheur de langage avec elle, alors que c'était très écrit par ailleurs, mais elle, apparemment... je crois qu'il écoutait ses Il était avec elle. Propositions. Oui, sur le tournage ensemble. C'est ça, voilà. Mais ils ont vécu, à mon avis, ça vécu ensemble. Bien sûr, bien sûr. Allons, bon. Ça n'a pas arrangé ces histoires à la Libération. J'imagine, parce qu'elle était franchement... Lui, il était à la Continentale, c'était très compliqué. Ça, c'est tout le problème que moi j'ai traité dans M. Batignolles autrement. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en cas... Toi, t'as pas vécu ça, ou alors t'étais tout petit. Mais... Non, j'étais le plus jeune enfant collaborateur, à 3 ans. Mais qu'est-ce que tu fais? Le boulanger, il continue à faire du pain, le plombier débouche toujours les tuyaux, et toi, quand t'es cinéaste, ou acteur, il faut vivre. Alors après, il y a ceux qui ont été un peu plus loin et qui... Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Moi, je connais bien le problème de cette époque que j'adore, enfin, qui me passionne, mais Guitry, il a été embêté, alors que des gens comme Henri Chevalier, Fernandel ou d'autres qui étaient limites, on les a laissés en paix. L'épuration, moi, je voulais faire un film sur l'épuration. C'est trop laid. Pour en parler, mais c'est intéressant. C'est une époque... évidemment. Ouais. Non, mais c'est effrayant, oui. Le scandale des femmes tondues, c'est ignoble. Salope, tu me paieras, tu seras tondu! On n'a pas tondu des hommes, donc... Enfin bon. Il y avait plus à faire pour les femmes, de toute façon. Ça dépend des cas de chevelure. Mais un homme comme Tristan Bernard, qui est de ma famille, a été sauvé par Arletty quand il était à Drancy, et aussi par le père de Drucker, le docteur Drucker. Ah oui? Oui. Mais je crois que le père Drucker était juif. Donc il était juif, oui, mais il était le médecin de Drancy. Ah oui? Tu vois, on utilisait les compétences. Bien sûr. Et Tristan Bernard avait une double hernie. Et moi, je me rappelle, je suis allé 1 fois chez lui ou 2 fois chez lui, et il était toujours couché sur un canapé parce que sa hernie s'étranglait. Et j'avais l'impression j'étais tout petit, d'un rapport de cause à effet. C'est moi qui faisais s'étrangler sa hernie, j'étais très coupable. Mais enfin donc, Drucker a sauvé Tristan Bernard, et c'est Arletty qui a dit au type qui dirigeait... qui a eu des problèmes Von aussi. Scholtitz, ou je ne sais pas quoi, là, et qui faisait la cour à Arletty. Et Guitry est allé la voir et lui a dit, il faut absolument que tu sauves Tristan Bernard. Il n'était pas encore sauvé par Drucker. Et elle est sortie, elle est allée à un bal avec ce type, ça m'emmerde d'aller avec ce type, alors tu t'imagines Arletty. Et ils ont finalement sorti, sinon Tristan serait parti à Auschwitz. Mais il est mort assez vite après, non? Non, il n'est pas mort. Non, je crois pas, non, parce qu'il est mort aux alentours de 78, 79 ans. Ah oui? Je me rappelle, ça n'a rien à voir, mais je me rappelle qu'il allait à Deauville
Et un jour, il sort sur les planches et il avait une superbe casquette de yachtman comme ça. Et il y a un ami à lui, oh, là, tu as une casquette superbe. Il dit, oui, je l'ai gagnée au casino. Il dit, mais c'est formidable, tu as une chance inouïe. Il dit, avec ce que j'ai perdu, j'aurais pu acheter le yacht. Il dit. C'est beau. C'était le fameux mot, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un pull, une casquette? Non, je voudrais un cache-nez. Ah ouais. Puis jusqu'ici, nous avons vécu dans la crainte. Désormais, nous vivrons dans l'espérance. Ouais. Il a dit ça. Ah non, il a dit une chose très drôle aussi sur l'occupation. Il dit, on dit toujours, on les aura. Bah maintenant, on les a. Une des plus belles histoires, puisqu'on en est dans les histoires, c'est un dîner comme ça, avec des Allemands et des Allemands de la Wehrmacht, tout ça, comme on dit, pas des nazis. Hein. Mais puis une population un peu chic, qui collaborait un peu. Et l'Allemand, très, très lettré, disait, c'est formidable la France, j'adore la France, ses musées, c'est sa culture, c'est son cinéma, j'adore la France. Et la femme lui dit, eh ben, écoutez, si vous aimez tant la France, quand vous serez partis, revenez. Je trouve ça formidable. C'est vrai. C'est une belle histoire. Pour revenir au film, il est adapté d'un roman belge qui s'appelle Légitime Défense et d'un auteur qui avait déjà écrit L'Assassin habite au 21. Je vais au cinéma avec Pierre-Jean. Vous allez voir quoi? L'Assassin habite au 21. L'Assassin habite au 21. Excellent titre. Autre formidable film d'acteur de Clouzot. Et le dernier des 6. C'est ça, exactement. Qui avait été scénarisé par le Clouzot. Voilà. Et tu parlais des Diaboliques, mais le personnage de Vanel dans les Diaboliques inspirerait le personnage de Colombo. Alfred Fichet, commissaire divisionnaire en retraite. Mais je n'ai rien demandé à la police. Et moi, le Quai des Orfèvres m'a fait penser à une espèce de Colombo avec un Colombo plus cynique. Oui. Avec Jouret, c'est le côté. Oui. Tenez, voilà une invitation pour demain 11h36 Quai des Orfèvres. Hein. Surtout, il arrive au bout de 40 minutes, comme Peter Falk dans les séries, après le crime, et on reste avec lui, il a cette même... Et puis en plus, par rapport à la modernité, un type seul qui élève un enfant noir. Ouais. Vous l'aimez bien, hein, votre gosse? Et tout ce que j'ai rapporté des colonies, avec le paludisme, 15 ans de brousse. En 1947, il n'y en a pas... C'est pas beaucoup de... Et qu'il l'aime, t'as vu, il y a une tendresse entre les deux, magnifique. Ce qu'on ressent extraordinairement dans le film, c'est le froid. Ah oui. Ouais. Quand il met son manteau sur le petit, et quand il se frotte les mains tout le temps, et il y a des poils, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut mettre du charbon dans les poils. Et alors maintenant, je voudrais parler un tout petit peu de la distribution. Ouais. C'est que les seconds rôles sont fabuleux. On voit Larquet. Larquet, j'adore. Larquet, c'est extraordinaire, parce qu'on s'imaginait simplement que c'était un vieux... Pas du tout. Non. Quand ce type dit au départ qu'il ne va pas se transformer en balance par rapport aux flics en général. Ouais. N'empêche que si tu étais un bon citoyen... Je suis un bon citoyen. La preuve, c'est que moins je vois les flics, mieux je me porte. Et que tout à coup, il se trouve à faire avec les témoins, etc. Simone Renan, ouais. Je vous fais bien mes excuses, madame, mais on n'est pas les plus forts. C'est formidable comme il joue ça. C'est elle? Ah oui. Parce qu'il y a quand il dit excusez-moi, madame. Ah oui, c'est beau. Je suis désolé, madame. Ah, ouais. Mais il était formidable dans Le Corbeau. Ouais, c'est un grand acteur. Le noir, la lumière et l'ombre. Et il est dans L'Assassin habite au 21 aussi. Je me pique, je me drogue. Et Dalban est étonnant. Dalban, oui. Très jeune. Alors, c'est le seul truc là qui m'a gêné, c'est que Dalban pique la voiture très très vite. Tu sais, bon là, les voitures, il n'y avait pas d'antivol à l'époque, mais enfin quand même... Ils sont pas embêtés sur le côté comment je fais pour... Oui, maintenant on pourrait plus le faire. Quoi. Non, et puis surtout maintenant dans les scénarios, il y a un truc qui intervient, c'est le portable. Tu sais que maintenant il y a des films où on pourrait... Toi même, je me souviens, touchez pas au Grisby, le type veut prévenir ses copains les flics arrivent, la cabine est occupée. Et maintenant c'est fini, il envoie un SMS. On s'en est bien servi de la cabine occupée. Ah oui. Je parle, Clark Kent devenait Superman dans une cabine téléphonique. Comment il fait maintenant? Et moi, dans le Magnifique que j'ai écrit Renier, tu vois, à un moment donné, tu avais un personnage qui entrait dans une cabine téléphonique. Je ne crois pas qu'il m'ait vu. Je possède un sixième sens infaillible qui m'avertit du danger. Tout ça pour amener une réplique, tu vas voir, c'est torturé parce que... Et c'était un espion qui téléphonait à son colonel qui habitait dans l'immeuble au 5e étage. Et pendant qu'il parlait au colonel, tu avais une grue dont la mâchoire prenait la cabine et soulevait la cabine. Je monte, mon colonel. C'est ça, montez donc, je vous attends. Et l'autre disait, oui, montez, venez boire un verre. Et puis à ce moment-là, tu avais le bras de la grue qui passait au-dessus de la plage
et qui lâchait la cabine dans l'océan. Et à ce moment-là, le type était dans la cabine, il était bouffé par un requin. Il a été dévoré par un requin dans une cabine téléphonique. Je vous demande pardon. Il a été mangé par un requin dans une cabine téléphonique. Et c'était ça le truc. Tu te rends compte, le pauvre payoff pour une telle C'est une des meilleures scènes du film, ça c'est dit. Ah bon? Quand on le voit, ouais, ça passe très bien. Mais comme dans le Père Noël est une ordure, il y a appuyé sur le bouton, il fallait appuyer sur le bouton. Et après, ça ne pourrait plus marcher. Bien sûr. Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Appuyez sur le bouton. Mon Dieu, alors je dois dire, puisque je t'ai maintenant sous la main, enfin, qu'est-ce que j'étais épaté par le Splendide. On a dû te le dire souvent, mais cette rencontre de talent est extraordinaire. Quasiment les seuls films français qu'on a fait dans le podcast, c'est des films du Splendide. Et je vais te dire, ils ont, Dieu merci, écrabouillé les rois du rire. Parce qu'on donnait à Darry Cole, à Michel Serrault, à Jean Poiret, à tous ces gens-là, on leur donnait un faux scénario, ça n'existait pas, et on leur disait « soyez drôles ». Et tout à coup est arrivé cet humour qui était incroyablement moderne, tu vois. C'est comme le Saturday Night Live en Amérique, tout d'un coup ça a changé complètement. Nous on a écrit on était très, très influencés par la comédie française, donc entre Robert Derry, Noël et puis Poiré Serrault, enfin, je trouve Poiré Serrault c'était des génies, tu vois. Oui, mais seulement dans le stand-up, c'est-à-dire que vous avez fait ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas pris en main. Nous, notre truc, c'est qu'on a pris en main notre outil de travail, comme on disait en 68. Mais c'est formidable. Et qu'on a eu la chance d'y arriver. C'est formidable. Il y a des répliques, il n'y a pas marqué tabac ici, etc. Il y a une modernité, il y a une noirceur aussi qu'on voyait dans les films italiens, les comédies italiennes de l'époque. Quand je pense que j'ai sauté 1500 kilos de femmes, c'est moi aussi. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. C'est des trucs extraordinaires, je veux dire. C'était des trucs vrais en plus. on a pompé. On a entendu ça bien fait. Au Club Med. Mais vous avez fait un travail journalistique avant, comme fait Francis? Non, nous on était invités. On jouait notre premier spectacle, on a joué quelques sketchs au Club Med et ils nous offraient une semaine de vacances. Donc on était ni GO ni GM, donc on a pu un peu s'imprégner de plein de trucs. Après, on a entendu plein de trucs. Mais c'est vrai qu'on était aussi très influencés par la comédie italienne. Oui, il y a quelque chose de... C'est les monstres français. C'est les méchants, les monstres. Exactement. Crois-moi, moi qui ai passé ma vie dans la comédie, j'ai fait très peu de films sérieux. Je suis réellement ahuri par le talent de ce groupe. Bah, tu peux, ouais. Nous, on est un peu ahuri par le tien, quand même. J'attendais ça. Je vais vous laisser. Bah oui. Je plaisante. Je vais vous laisser, les gars. Tes films, ils restent, je veux dire. Les tiens aussi. Donc, je trouve que c'est une très belle rencontre. C'est rare, parce que le nombre, et c'est ça, moi, qui me ravit, c'est que toi, tu as toujours eu beaucoup de succès, mais nous, on n'a pas eu toujours ce succès. Ce qui me ravit, c'est de voir que maintenant, nos films sont revisités, repassent, réappréciés, alors que des films qui étaient encensés à l'époque où nous, on nous jetait des seaux de merde. Un seau de merde, docteur! Ont disparu de la circulation, ils sont regardables. Ça, c'est une grande jouissance. L'autre fois, il y avait une exposition splendide, je sais pas, dans un festival à Lille. Ils avaient ressorti des critiques du Père Noël. Oh, quel ravissement! Waouh! Quel ravissement de lire tout ça! Incroyable! C'était que des horreurs. Moi, lui, t'as été gâté, ouais, toi aussi. Ouais. Tu sais, il y a un type qui s'appelle Vincent Canby, qui était le critique du New York Times, qui a dit, en parlant du Jouet, le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. Alors moi, j'étais très fier, parce que je me dis, enfin, quand même, quand on a eu mon curé chez les nudistes, tu vois, tu te dis, c'est moi qui ai fait le plus mauvais. J'avais envie de lui écrire, merci pour cette palme d'honneur, en fait, le plus mauvais. Mais le Jouet, le français. Le français, le mien, oui. Qui est un de moi, j'adore ce film. Pigné. Perrin. Dans lequel tu es extraordinaire, Gérard. Ouais, enfin, les mains moites. Quoi, merde, qu'est-ce que ça veut dire, les mains moites? C'est un petit truc. Non, c'est vrai que j'ai fait pas mal. J'ai quand même fait ça. J'ai fait On aura tout vu. Plouménec. C'est bien. Assez! C'est toi, toi! Et puis, je sais bien, mais je sais Fantôme bien. avec chauffeur. Et Fantôme puis, avec chauffeur, je ne suis Trésor. pas fier. On t'avait dit de pas venir, gros con! Je t'avais dit de pas venir, Marcel. Je voulais pas te laisser seul dans un moment pareil. Ah, écoute, le film a des qualités. Il est pas. Oui, mais il avait un C'était problème. un vieux monsieur à l'époque. Oui, tu sais que moi, j'ai travaillé avec lui. Ouais. Et c'est quand même un metteur en scène qui a vécu un drame pour un homme d'image. Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Ouais. Et il était assis dans son bureau et il y avait une guêpe sur le carreau, mais à l'intérieur, malheureusement, juste derrière sa tête. Et je dis, Gérard, attention, tu as une guêpe derrière toi. Il se retourne, il dit, où ça?
Il n'a pas vu la guêpe, tu vois. C'est terrible. Ah non, c'est terrible. Donc, évidemment, il y avait un sketch de Woody Allen, d'ailleurs, où il avait une vision qui se troublait. Tu te rappelles pas? I was there with a date, and I thought it was interesting that when he won, he thanked his urologist. Next time, try and warn me before I try. Non, je connais. Non, il y avait dans un film, il y avait un personnage flou. C'était Robin Williams, ouais. Il y a un personnage qui n'arrivait C'est pas ça. à être. Mais ça, c'est vrai. Hein. Ouais. En tant que cinéaste, j'ai parlé beaucoup avec des opérateurs. Il y a des acteurs sur lesquels on n'arrive pas à faire le point. Tu sais qui? Parce qu'ils sont trop C'est drôle. anguleux ou Charles mous. Gérard, il avait un strabisme divergent. Et en général, quand tu fais le point sur le regard. Et l'autre ne savait pas où aller. Enfin, le chef opérateur, parce qu'il allait sur un œil et l'autre était très loin derrière. Et on n'arrivait pas à faire heureusement d'ailleurs, parce que je ne trouvais pas que c'est un acteur sublime, moi. Non. Les mecs, je suis viré. Ah ouais. Tu sais, il y a des gens... j'allais te le dire à propos de Jouvet. Moi, j'étais maniaque d'une chose, c'est que je voulais retrouver donc la note que j'avais dans la tête quand j'écrivais, tu vois. Mais j'aurais été bougrement imbécile avec des gens comme Louis Jouvet. Ouais, mais regarde, Depardieu, il a quand même une note particulière. Oui, mais il a quand même joué. Il s'est accommodé. Il a joué dans ma commode, ouais. Ouais, mais c'était... Dans ma musique. T'as pas que la musique, toi, t'avais des situations. Putain, la force des scénarios de Weber. Tu connais Francis Weber. Et c'était de prendre une idée et puis d'enfoncer le clou et d'effacer tout le gras. Je me souviens quand j'ai été te voir quand on préparait Cher Trésor. Il me dit viens si tu veux, parce que la pièce était trop courte comme d'habitude et j'ai développé, je ferais te faire lire un truc. J'arrive sur un petit bout de papier, il y avait 7 répliques. Mais c'était sans gras, comme il est. C'est l'obsession d'être sans gras. Et moi, il te connaît bien. Mais tu sais, je vais te dire, on est complices depuis un certain temps. Je vois, C'est fou. Je vais vous laisser. Ouais. Non, mais... mais j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer Cher Trésor, une pièce très intelligente et qui marchait. On l'a joué 500 fois. C'était génial. Mais c'est vrai que si tu avais eu un acteur comme Saturnin Fabre, tu l'aurais dirigé, tu lui aurais dit... Tiens, ta bougie droite. Tu lui aurais demandé... Saturnin, sois gentil, sois plus quotidien. Non, faut pas. Non, mais tous ces mecs-là avaient des phrasés. Jules Berry, comme ça. Il y avait Roquevert. Moi, j'adore. Il y a un bouquin qui s'appelle Les Excentriques. Je suis un fan de tous ces films et ces comédiens de l'époque qui étaient... Tous ces films, moi j'ai un truc qui s'appelle Gaumont Classique, je ne sais pas si tu connais cette plateforme, c'est Gaumont qui m'a filé ça quand j'ai travaillé avec eux là, et c'est pas très cher, et ils ont mis sur cette plateforme tous les films Gaumont, depuis les films muets jusqu'au film, au dernier film noir et blanc, il n'y a pas de film couleur. Wow. Et il y a des films effrayants de nanaritude, mais il y avait des acteurs extraordinaires. Plus grand que la vie. Genticier, Larquet, Fernand Ledoux. J'adore tous ces gens. On en retrouve d'ailleurs dans Quai des Orfèvres. Pour revenir, Charles Dulin est immonde. Vous ne pouvez pas me recevoir. C'est que je vous demande pardon d'insister, mais à mon âge, on devient capricieux. Charles Ah ouais, bah là, vraiment, il est caricaturé. C'est formidable. Il est formidable. Non, mais il est formidable. C'est avec le côté de la jeunesse, garder les chaussures. Enfin, non, tu sens que le vieux dégueulasse. Il dit pas les chaussures, jamais les chaussures. Quand il dit de les enlever. Dites, monsieur, j'enlève tout? Non, ma chère petite, pas les chaussures. Jamais les chaussures. C'est drôle parce que c'est Quasimodo dans le film. Ah oui. Il est étonnant. Il est bossu complètement. Oh, délicieux, simplement délicieux. Et si chasse. Non, puis c'est un porc, quoi. Ça, c'est MeToo. C'est MeToo. Avant l'heure. Ce qui est beau, c'est l'amour entre Blier et Suzy Delair, parce qu'on sent qu'ils s'aiment vraiment. Ah oui, surtout elle, elle est formidable. Ouais. Non, elle est très bonne. Elle est très bonne, mais il y a un truc qui m'a gêné un peu, c'est que comme elle a un visage rieur, même quand elle est catastrophée, on a l'impression qu'elle se moque de la situation un tout petit peu. Oui. Je suis sûr que si vous vouliez, vous pourriez m'aider drôlement. Bien sûr. Je n'aurais qu'à vous signer une déclaration sur papier timbré. Enfin, remarque. Non, mais c'est une arriviste. Ce qui est formidable, c'est qu'elle dit qu'elle veut arriver, elle veut sortir de son état de misère. Et ça marche assez bien. Bon, après, tu dis, pourquoi elle l'aime, ce garçon c'est pas complètement expliqué. C'est vrai, très beau. Ça va peut-être te paraître extraordinaire, mais Maurice est ma flamme. Oh, il n'a pas l'air de brûler, mais il m'éclaire. Il est jaloux. Mais ce qui est vachement bien dans l'écriture de la mécanique, c'est comment lui prépare
son alibi et comment ça va foirer. À chaque fois, il y a un mec qui lui tombe dessus. Ouais. Et ça, c'est très, très bien fait. Je très trouve bien scénarisé. le film policier, c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'à la fois, c'est une étude de mœurs et de choses, mais en même temps, l'histoire policière, elle marche quand même. Elle se tient très bien. Et c'est un film musical, c'est un film sur le monde du cabaret qui est très bien observé. Il y a... Gélo et Picrate, les fameux cyclistes poivrons. Et... Julot et Picrate, les fameux cyclistes poivreaux. Alors, je me suis demandé ce que c'était ça, si c'était un vrai numéro de l'époque. Mais il y a un truc qui m'a frappé, moi, c'est Simone Renan, effectivement. Ah, qui est formidable. Parce que, oui, d'abord, la tristesse de sa lesbianité, je ne sais pas comment on dit, tu vois. Je veux pas qu'ils te mettent en prison. Il vous coupe les cheveux, il fait froid. Je veux pas. Et en même temps, je l'ai jamais vue aussi nuancée et expressive. Et c'était la femme de Sania Nouchkine, que tu as probablement connue. Et malheureusement, elle a eu la maladie d'Alzheimer. Ah mince. Ouais. Mais c'était une belle actrice. Elle était d'abord belle. Ah ouais, très belle femme. Ouais. Mais c'est sûr que tu retrouves tous les acteurs fétiches, que ce soit Larquet. Ah, là, il n'y a pas... Il y a Roquevert. Il n'y a pas Roquevert. Non, il y a Raymond Bussière. Prochaine. Il y a Bussière. Qui ressemble à Buster Keaton, je trouve. Annette de Poivre aussi. Ouais, exactement. Oui, c'est elle qui... Et il y a Si Noël, un petit acteur. Et ce bouquin là dont je te parlais, ça s'appelle Les Excentriques. Et c'est tous ces acteurs et actrices de caractère qu'on engageait parce qu'elles avaient des... il y avait une personnalité, une manière de jouer particulière, un phrasé, une folie, il y avait les ganaches. Il n'y a pas que ça, ils étaient comme ça dans la vie. C'est-à-dire que je me rappelle une histoire qu'on m'a racontée, moi, et qui est vraie, c'est que Renoir tournait avec Michel Simon. Et à un moment donné, il y a Renoir qui dit « On va chercher M. Simon à son assistant, on a besoin de lui. » Et l'assistant arrive, et Michel Simon est couché sous un arbre, comme ça. Il dit « Non, je ne veux pas venir. » Ou alors, il faut que Renoir vienne et me le demande lui-même, comme ça. Alors, Renoir arrive et il dit, enfin, Michel, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de vous maintenant. Je veux que tu me chantes, il était un petit navire, il lui dit. Une histoire vraie. Et tu as Renoir qui dit, non, mais je ne veux pas vous chanter, il était un petit navire, c'est absurde. Il a tellement insisté, il dit, j'y viens pas, ça que finalement, Renoir, il était un petit navire furieux. Et il est allé sur le plat. Je ne suis pas sûr que c'était Renoir, mais c'est un metteur en scène de cette force. Tu vois. C'est faux, ouais. Mais c'est étonnant parce qu'au générique, c'est une époque où les acteurs avaient un seul nom, comme les rappeurs aujourd'hui. Arius, Blavette, tu connais tous ces gens-là? Il y en a un dernier qui s'appelait Simoneau, je me rappelle. C'est incroyable. Non, mais de notre époque. Moderne, mais il avait qu'un prénom. Ouais. Il n'a pas de prénom. Comment ça, il n'a pas de prénom? Oui, il y avait Rélis. Il y avait Rélis. Qu'est-ce qu'il y avait Oui, Rélis, oui. Qu'est-ce qu'il y a Bourvil, tu as vu Bourvil, il est dans le film en photo, Bourvil dans le cabaret. Ce qu'il y a fait, on dirait toi, hein? Évidemment. C'est pas vrai. J'ai une histoire sur Rélis très courte aussi, parce qu'on fait des trivia, et puis c'est pourquoi pas. C'est Rélis qui jouait dans une pièce dans le Midi, comme ça. Ça a commencé par un orage. Et il était en retard. Et il y a le malheureux régisseur qui arrive, et il y avait une tôle ondulée, il avait un maillet, et il tapait sur la tôle ondulée, ça faisait des coups de tonnerre. Mais Rélis n'arrivait pas. Et les gens commençaient avec l'accent que tu imagines. Commencez. Il tapait avec son maillet comme ça. Et puis tout à coup, il s'est arrêté parce qu'il était perdu. Il a dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous joue avec un temps pareil ?» Il y avait aussi Carrette. Carrette, magnifique. Carrette avec une manière de parler comme ça. Oh sûr, il aimerait mieux becqueter tes petits pois. C'est lui qui a brûlé. Ouais. Il est mort brûlé. Oui, avec sa cigarette. C'était un grand alcoolique. Oui, tu sais ce qu'il faisait? Il planquait les bouteilles dans... Non, il planquait les bouteilles dans la cuvette des water, là-haut, tu vois, dans le réservoir. Là où Al Pacino a le flingue planqué dans le parrain. Oui. Il avait un autre truc, c'est que il y avait un complice, il était enfermé dans sa chambre par sa femme, et le complice arrivait avec un verre de whisky ou de cognac, et il avait une paille par la serrure. C'est extravagant, je veux dire. Mais là, c'est une vraie intoxication. On racontait il planquait ça dans la cabine téléphonique et il disait « Je vais téléphoner ». Il revenait « Occupé ». Lui aussi a été très emmerdé par l'arrivée des portables. Papa? Oui. Je te reconnais. Ça y est, tu es mon fils. C'était ma question, ouais.
Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans le Paris de l'après-guerre. Gérard, ce fut un grand plaisir de t'accueillir. Hein. Merci à vous. Tu reviens pour nous parler un jour, j'espère, d'un autre film aussi exceptionnel. Oui, il y a un film peut-être plus en couleur. Je suis un peu passéiste, mais c'est vrai que mais j'ai pas regretté. J'adore ces films où le dialogue était... Ah oui. Ouais. Puis c'est des films d'acteurs. Ouais. Et puis des gens comme Janson, de temps en temps, avaient des éclairs extraordinaires. On raconte que Janson a un personnage dans un des films qui passe dans une rue chaude comme ça, et il y a une prostituée, et il s'approche d'elle avec compassion. Lui, ça doit être fatigant de rester comme ça debout toute la journée. Elle lui répond, moi, c'est quand je suis debout que je me repose. C'est des dialogues formidables. Bah oui, et là, je croyais que c'était Janson qui avait écrit le dialogue. En fait, c'est Ferry, un peu Clouseau qui a écrit. Ah oui, ils ont travaillé tous les deux dessus, ouais. Papa, merci de venir aussi régulièrement que ça dans l'émission. C'est touchant. Toujours un plaisir aussi. C'est touchant d'entendre le mot papa. Oui, mais moi j'adore ça. J'ai fait un test DNA hier et ça va. Il est de moi. Je viens de faire une pièce justement avec mon fiston et c'est assez touchant aussi. Ouais. Il paraît qu'elle était très bien. Oui, c'est une très bonne pièce que j'ai jouée. On va jouer en tournée là bientôt. Mais qui l'a écrite ? C'est Laetitia Colombani. Comment s'appelle la pièce ? Le jour du kiwi. D'accord. Et c'est une pièce mise en scène par Ladislas Chola, qui est un très bon metteur en scène. Et c'était assez beau de voir. On jouait fils et père, bien sûr. Il y avait des choses troublantes. C'était à la fois, les gens étaient contents de voir ça. Et surtout, je me disais, mais quelle chance j'ai de pouvoir partager ma passion avec mon fils. Ouais, écoute, c'est pas gagné à tout le monde. Moins intimement que sur une scène. Ouais. Parce que c'est formidable sur une scène, tu vois. Parce que j'imagine que il t'a regardé jouer très longtemps quand il était petit, tu vois. Oui, sans doute. Ouais. Mais c'est vrai que quand il rentrait, il disait « Bonjour papa ». C'était quelque chose. C'était bizarre. Et pour les gens, c'était quelque chose de plus fort. C'est une idée géniale. J'ai attendu aussi qu'il ait... Encore faut-il qu'il y ait une bonne pièce et du talent chez les acteurs. Voilà. Parce que s'il suffisait de prendre un Tu dis ça pour moi. Salaud. Non, mais c'est pour ça que moi, je voulais pas le faire trop tôt. Et là maintenant, ça y est, il a gagné ses talents ses galons d'acteur et de metteur en scène et de directeur de théâtre, parce qu'il a 3 ou 4 théâtres. Wow. Donc, pour le faire, et c'était assez troublant. C'est troublant, mais c'est une réussite. Assez agréable. C'est très beau. On se retrouve très vite pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. À demain, n'est-ce pas ? À demain. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Merde, oui, j'ai pas peur. C'est pas grave, t'as le temps. Alors, la fameuse catchphrase. Francis Weber. Je ne regrette pas de ne pas avoir suivi Clouseau en enfer, mais il m'a amené au paradis avec Quai des Orfèvres. Gérard Jugnot, le succès n'explique rien, mais justifie tout. C'est beau. J'ai avoir du mal à passer après vous deux, mais je fus Jean Weber pour Kinopod. J'ai appris la gravure avec un faussaire, la comptabilité avec un escroc. Il y a même un danseur mondain qui a voulu me donner des leçons de podcast. Mais là, rien à faire, j'avais pas de disposition. Voilà. C'est dans quoi, ça ? C'est dans le film, c'est dans Quai des Orfèvres. Il y en a un autre que j'ai son succès. J'aurais quelque chose à Machin del Toro, là, qui dit le succès et l'échec habitent sur le même palier, mais il n'y a pas le nom sur les portes. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Et moi, Madame de Staël a dit une phrase que je trouve extraordinaire. Elle dit « La gloire, ce deuil éclatant du bonheur ». C'est ce que j'ai mis comme exergue, comme phrase de Sans peur et sans reproche. Wow, ouais. La gloire et le deuil éclatant du bonheur. Ouais. C'est beau. C'est super. Beau. C'est génial. Comme quoi. Moi, j'ai trouvé un aphorisme comme ça. Personne ne le comprend, moi non plus, mais il est très beau. Et c'était... Attends, je m'en souviens pas, je le comprends pas, je m'en souviens pas en plus. Que tu as inventé ? Que j'ai inventé, oui. Et c'était... Ah oui. La vie n'existe que parce que la mort avait besoin d'une préface. Ah, c'est très beau. On dit que c'est très beau. Je suis pas sûr que ça veut dire grand-chose. Mais ça sonne bien. Mais toi, tu reparlais du fantôme avec chauffeur. Je sais pas, je crois que c'est toi qui as trouvé ça, mais la phrase, cette scène où Noiret regarde son fils devant son cadavre et il sort, et Noiret pleure. Pourquoi vous pleurez ? Parce qu'il pleure pas. Et il me dit parce qu'il ne pleure pas. Et la scène d'après, cut, le môme sort, il ne le voit pas, Noiret, et le môme est en larmes. Et ça, c'est du Weber. Je ne sais pas si c'est de toi, mais en tout cas, ça pourrait l'être. Je vais te dire, de toute façon,
J'ai trouvé que c'était mis en scène d'une façon un peu maladroite. Notamment, à un moment donné, quand tu dis « Ah, je me suis jamais senti aussi bien, etc. » Vivre. Je vais vivre, enfin vivre, vivre! Et on voit une moto arriver de loin. Et on se doute qu'il va se passer quelque chose. Il aurait fallu, sur ton truc à toi, enfin vivre, etc. Paf, tu te fais descendre par la moto qui passe. Alors c'est l'éternel problème entre surprise et suspense. Il n'y a pas de suspense sur la moto. Il y a simplement, merde, alors il va y avoir une... Est-ce que je pense, les gags téléphonés ou les gags amenés, tu vois, c'est très... Tu vois, c'était le truc de Hitchcock qui disait... La bombe sous la table. Mais dans le comique, parfois, le fait de montrer le saut sur la porte, alors qu'on sait que le mec va rentrer... Il y a des fois une jubilation. Nous savourons ce que nous savons être l'inéluctable dénouement. Entrez, Charles, on vous attend. Rire. C'est vrai. Oui, mais si tu l'écris, toi, pour que ce soit pas justement ça, mais que ce soit vraiment le type qui, au moment de dire « Ah, je suis si heureux », tu l'écris comme ça. Alors, tu es déçu si c'est pas fait comme ça. Oui, bien sûr. Peut-être que c'est aussi efficace autrement. Oui, mais c'est pas le même plaisir. Ouais. Et Dieu sait si je déteste tout ce qui est téléphoné et appuyé, quoi. Mais, tu vois, par exemple, il y a un truc que je regrette sur un de mes films sur une époque formidable, la pomme dans la valise à la fin. Oh non, c'est plutôt toi, t'es peut-être très occupé. Non, je peux me libérer. Je vais téléphoner. Avant que la pomme, la valise tombe, on passe en plan large et on voit qu'il y a un mec qui arrive. Et ça, c'est une connerie. Ça, je m'en veux, mais bon, c'est fait. Ça arrive. En tout cas, moi, j'ai aimé le livre, Une époque formidable. Je l'ai à la maison, et c'est très bien, parce que c'est justement pas ce qu'on connaît, toi, mais ce qui précède. Ah oui, j'ai voulu un peu raconter. Il y a tellement de gens qui racontaient n'importe quoi sur nous, tu vois, ça m'énerve un peu. C'est très, très bien écrit. J'ai envie de le lire. Tu l'as lu ? Non, j'ai envie de le lire, tu vas me passer. J'avais fait, moi... Tu lis avec ton doigt, toi. J'avais fait un interview plusieurs où les gens... La bonne femme, une fille, une jeune, genre, ils disent « Ah, vous connaissez Thierry Lhermitte ?» Plus que les gens qui ont... Ils ont bien fait leur travail. Moi, ce que j'aime bien dans le journalisme, c'est ce qu'on appelle les questions enceintes. Tu veux que je t'en fasse une ? Non. Je t'interviewe. Hein. Non. Gérard Jugnot, vous avez travaillé avec des très grands talents splendides. Ça doit être excitant, non ? Tu vas pas répondre « Non, je me suis fait chier ». Tu es obligé de dire oui. Et il y a beaucoup de mauvais journalistes qui te font le coup. Ça c'est un peu le défaut de Drucker qui dit « Gérard Jugnot, vous avez fait tel film, vous avez fait ça, vous venez d'être au théâtre, vous allez bientôt tourner. Quels sont vos projets ?» Enfin, toi, le mec, il a tout dit. Toi, donc, rien à dire. Ouais. C'est pareil. Vous voulez voir la fin du spectacle ? Une invitation vaut une autre. Hein. Merci. Seulement, comme moi, je suis pas obligé d'accepter, je vais me coucher. Bonsoir.